Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau panorama. Vous connaissez désormais le principe de cette émission. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de personnalités qui font vivre le territoire. Un thème, 4 épisodes, 13 minutes du lundi au jeudi pour vous faire découvrir nos départements sous un nouveau jour. Et cette semaine, nous vous proposons un focus sur les vins de Savoie, des vignerons, mais aussi des représentants de coopératives qui seront avec nous. Et pour débuter, je suis accompagnée du président du syndicat régional des vins de Savoie, Christophe Richel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je l'ai dit, le président du syndicat des vins de Savoie. Alors pour débuter justement, quels sont les principaux vins de Savoie ? La Savoie, vous savez, a une particularité, c'est qu'elle comporte beaucoup de cépages et beaucoup de crus, d'appellations. L'appellation, il y a 3 appellations, vin de Savoie, Roussette de Savoie et Seyssel. Et dans l'appellation vin de Savoie, elle se décline en une vingtaine de dénominations géographiques, qui va de la Promont, Abîme, Jongieux, Chignin, Chignin-Bergeron, donc je ne vais pas tous les énumérer, qui sont tous des vins d'excellence quand ils sont bien travaillés, et donc avec de nombreux cépages également qui sont autorisés dans le cahier des charges de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées. Il y a pas loin d'une vingtaine de cépages autorisés en Savoie et Haute-Savoie, parce que le syndicat régional des vins de Savoie regroupe et est représenté par 4 départements. Bien sûr, la Savoie et la Haute-Savoie sont les 2 principaux concernés, pour plus de 2000 hectares de vignes, environ 2100 hectares de vignes. Mais il y a un petit débordement sur l'Ain du côté de Seyssel, qui est sur l'autre rive du Rhône, donc il y a une petite partie sur l'Ain, et puis du côté de Chapareillan, en Isère, qui est sur l'Isère, et qui est quand même concerné par l'appellation d'origine vin de Savoie. Alors ici, on est à Saint-Baldoff, en Savoie, sur votre domaine. Qu'est-ce que vous cultivez, vous, ici ? Alors, personnellement, nous travaillons beaucoup de cépages jacquères, et donc nous sommes rattachés aux crus. Quand je dis crus, les puristes me pardonneront, puisqu'on ne parle plus de cru, on parle de dénomination géographique. Depuis 2008, il y a tout un remaniement de l'appellation d'origine contrôlée au niveau européen pour harmoniser ça au niveau de l'Europe, puisque nous avons voulu, nous Français, sacraliser un petit peu notre système français d'appellation d'origine. Et donc, quand c'est passé à la moulinette des lois européennes, il y a eu tout un changement qui s'est mis en place en 2008. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, nous parlons maintenant de dénomination géographique. Donc, Saint-Baldoff, le village de Saint-Baldoff, est rattaché au village d'Apremont pour les vignes qui sont plantées sur son territoire, qui concerne une très petite quantité. Sur Saint-Baldoff, il y a un peu moins de 40 hectares de vignes en exploitation. Il y a un potentiel pour plus de 80 hectares, donc il y a encore beaucoup de terrain qui pourrait être planté en vin de Savoie. Mais Apremont, ça représente environ, le cru Apremont, la dénomination géographique Apremont, représente environ pas loin de 300 hectares de vignes, de mémoire. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas loin. Donc c'est une des plus grandes appellations des vins de Savoie, en surface et en quantité, donc, et qui est faite à partir du cépage, donc, qui est un blanc, vin blanc, par définition, à partir du cépage jacquère. Donc sur notre exploitation, nous travaillons sur une petite exploitation de 6,5 hectares avec mon fils, à la suite de mon grand-père et de mon père, donc c'est une 4e génération qui se met en place. Nous travaillons 80% de cépage jacquère en dénomination Apremont, un peu de mondeuse, parce que c'est aussi l'autre emblème des vins de Savoie, le cépage mondeuse. Et également, nous avons la chance d'avoir une petite parcelle sur Chignin, en Roussanne, donc qui donne le Chignin-Bergeron en blanc. Et puis nous faisons, mon papa était un des premiers, je n'ai pas dit le premier, mais un des premiers à produire ce qu'on appelait à l'époque la méthode champenoise, qui est interdite, puis c'est devenu la méthode traditionnelle. Et depuis 2014, nous avons accédé à l'appellation crément de Savoie. Donc c'est vraiment un effervescent. Méthode champenoise, on peut le dire mais pas l'écrire, pour créer justement ce vin effervescent. On le laisse 2 ans sur latte à partir de jacquère. Qu'on apprécie beaucoup et qu'on boit avec modération, tout de même. Tous les vins, il faut les boire avec modération, mais il n'y a pas que le vin qu'il faut boire avec modération d'ailleurs. Vous l'avez dit, c'est une histoire familiale. Le vin, c'est dans votre famille depuis des générations. Comment ça s'est passé ? Comment ça a débuté ?
comme toute histoire dans toutes les familles, c'est vrai que c'est des histoires de passion, de hasard, de rencontres. Mon grand-père, le nom Richel n'est pas originaire de Saint-Baldoff, puisque mon grand-père arrivait de la montagne, de la vallée de la Tarentaise. Ils sont arrivés fermiers à Saint-Baldoff, et il est venu s'installer en fait chez ma grand-mère. Le nom d'origine de la famille était Guillet. Ma grand-mère était née Guillet, G-U-I-2-L-E-T, Guillet. Et donc mon grand-père est arrivé et il a repris l'exploitation polyculturale, où il faisait un peu de tout. Il y avait un tout petit peu de vigne, mais c'est lui qui a commencé à planter de la vigne après-guerre pour vendre en tonneaux à son beau-frère qui avait le bar Le Caveau à Chambéry. Et puis c'est parti comme ça, et c'était bien avant l'appellation d'origine contrôlée. Et je suis tout content, c'est que l'année du décès de mon grand-père, j'ai retrouvé le tout premier diplôme qu'il avait eu. Il avait dû présenter un vin à un concours très local, et en 1962, cette année-là, il avait eu un diplôme pour son vin cépage jacquère d'origine diverse. Je l'ai encadré dans ma cave. Et c'est vrai que d'origine diverse, comme il n'y avait pas d'appellation d'origine contrôlée, l'origine de cette jacquère pouvait venir aussi bien d'Apremont, de Barbera, de la Ravoire. Il n'y avait pas le canevas, le fond, la base de l'appellation. Puisque l'appellation d'origine contrôlée vin de Savoie, l'avènement de l'appellation d'origine contrôlée vin de Savoie, c'est en 1973. Nous allons donc fêter les 50 ans dans moins de 2 ans. À bon entendeur, salut. En perspective. Voilà. Et donc voilà, après c'est un hasard de rencontre. Mon grand-père est donc venu s'installer et mon papa, avec l'aide, il s'est associé à 2-3 autres vignerons du village d'Apremont pour mettre en bouteille. Ça a été le premier, mon papa a été le premier dans la génération à mettre en bouteille et à vendre en bouteille au moment de l'appellation dans les années 73-75. Et puis petit à petit, il a planté aussi un petit peu de la vigne. Et puis on a pris beaucoup de vignes en location. Surtout, on a agrandi l'exploitation par le biais de la location. On loue des terrains, des vignes à d'autres propriétaires. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a une passion qui coule dans les gènes. Et c'est pour ça qu'on a repris d'ailleurs à notre niveau, sur notre exploitation. On vient de rechanger un petit peu notre présentation et toute notre gamme d'étiquetage. On a créé ce logo Famille Richel, puisque ma maman, les femmes ont toujours été, on le sait, et je ne veux pas faire de flagornerie vis-à-vis du sexe féminin, mais les femmes sont toujours la cheville ouvrière, en agriculture encore plus qu'ailleurs, je pense, et même pas uniquement en temps de guerre, d'ailleurs. Et du coup, ma maman a toujours été dedans, elle n'a jamais voulu qu'on mette son nom en avant, donc c'est pour ça que mon fils, très naturellement, s'est orienté vers le côté Famille Richel, et donc nous communiquons sur Famille Richel, vigneron par passion, pour dire oui, que ça suit un fil plurigénérationnel. Votre fils Mathieu Richel, qui est à vos côtés dans cette exploitation, comment vous faites évoluer tous les deux et comment vous voulez aussi voir évoluer à l'avenir vos vignes ? C'est une question, une très bonne question, parce que c'est une question, je dirais, quotidienne, qui est même permanente, qui est toujours sous-jacente et qu'on a dans l'esprit. L'évolution, on le fait un petit peu par empirisme, par observation. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop, parce qu'il y a trop de termes galvaudés, mais le recentrage vers le côté environnemental, de par notre essence même, nous sommes liés au terrain sur lequel nous travaillons, dans lequel nous vivons. Ça me fait toujours un petit peu tiquer, un petit peu grincer des dents quand on entend des réflexions sur de l'agribashing. Alors je ne veux pas m'orienter là-dessus parce que je ne suis pas du tout paranoïaque et je ne veux pas pleurer sur ces choses-là. Mais que des gens ne soient pas conscients que nous autres agriculteurs, et viticulteurs en particulier, parce qu'on est plus souvent encore dans le collimateur, je trouve, des fois, vis-à-vis de nos voisins qui nous voient un petit peu d'un mauvais œil, et quand on communique avec eux, on leur explique que justement notre orientation, c'est quoi ? C'est de faire toujours mieux, et qui dit toujours mieux, dit pas toujours mieux pour le produit, mais aussi pour l'environnement, pour la vigne, pour la terre. J'en veux pour preuve, c'est que chaque exploitant maintenant a toujours eu, c'est pas volontairement, c'était un peu par facilité peut-être après-guerre, comme mon père me raconte que quand les premiers désherbants sont arrivés, oui, c'était de la magie. Pour celui qui n'avait pas fait de chimie, c'était de la magie. Maintenant, on est dans un monde où tout est un peu plus expliqué, où les gens ont tous un fond scientifique et une connaissance, sans être un docteur, on peut avoir une connaissance et un intérêt. Et on sait ce qu'il faut faire, Après, c'est le faire petit à petit et le faire de façon durable. J'en veux pour preuve, c'est que des exploitations familiales, c'est une pérennité, c'est une succession de générations, de gens. On ne raisonne pas pour 10 ans, ni pour 15 ans, on raisonne pour 20 ans.
Vous avez évoqué le climat. On sait qu'il n'a pas été très sympathique cet été avec les agriculteurs, les viticulteurs non plus. Comment vous avez passé cette saison-là ? C'est vrai que cette année 2021, elle va rester gravée dans les mémoires, je crois, pour une année pas facile, l'année un peu de tous les dangers, comme c'est facile de le dire, au niveau agricole en général, et on le voit bien, c'est que c'est au niveau national. Quand c'est au niveau national, c'est que tout le monde est dans le même bateau, et c'est vraiment que c'est une année atypique. Par contre, on en a eu des années comme ça. Moi, je m'en souviens de certaines, c'est pas majoritaire, mais c'est des années très difficiles, des années, contrairement à certaines années très sèches, où pour la vigne, qui est une plante de terrain sec, on parle des fois d'années, vous me passerez l'expression, un peu d'années de feignant. Quand je dis d'année de feignant, c'est que celui qui ne travaille pas trop, finalement, il s'en sort bien. Cette année, c'est vraiment tout l'inverse. Ça a été une année où il a fallu, d'habitude, je le dis à mes amis, aux clients qui sont de passage, je leur dis, fin juillet, on est un petit peu plus calme, on se voit venir. Là, ça a été une année jusqu'à fin août, et là, on va rentrer dans les vendanges sous peu. On n'a pas eu de répit. Mais néanmoins, alors après, moi je suis un petit peu atypique parce qu'on sort de 2 années très difficiles au point de vue climatique. On a eu des orages de grêle et des très petites récoltes. Mais je sais que j'ai certains collègues, notamment sur Jongieux, sur la Combe de Savoie, où ils ont été très impactés par le gel et par la grêle, et puis ensuite par le mildiou. Ça a été national aussi, ce fameux champignon qui attaque la vigne. Ça ne va pas être une année facile. Néanmoins, il faut bien garder en tête que les parties, les vignes qui ont été bien entretenues et les parties de raisin qui sont saines peuvent donner et vont donner sûrement une très bonne qualité. Il ne faut pas tirer un trait sur ce millésime qui va être très faible en quantité. On estime de l'ordre de 30%, peut-être qu'en Savoie, ça va être même un peu plus de perte que 30% de la production globale, qui est de l'ordre de 115 000 hectos, normalement en Savoie. L'année passée, on a fait moins, on a fait 108 000 hectos, mais par volonté, parce qu'on a baissé nos rendements volontairement, nous, producteurs. Cette année, on s'est remis un petit peu à la hausse, mais la nature va nous enlever une partie de ces rendements. Et donc, voilà, on va avoir une année très difficile d'un point de vue travail, mais qui ne sera que plus, gratifiante. Puisque, comme je l'ai dit à mes collègues viticulteurs en tant que président du syndicat de vin de Savoie, il ne faut surtout pas baisser les bras maintenant. C'est aux vendanges que la qualité va pouvoir encore monter d'un cran en travaillant très correctement, en triant la vendange, en pressurant de la bonne façon, et puis, comme on aime le faire, bien travailler son vin. On vous souhaite du courage en tout cas pour ces vendanges et une bonne continuation à vous, Christophe Richel. Merci d'avoir été merci à vous. Avec nous et de nous accueillir pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour le prochain volet de ce panorama et je recevrai 2 autres vignerons qui viendront nous expliquer leur quotidien. À très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 2e épisode de notre panorama consacré cette semaine au vin de Savoie. Et après Christophe Richel hier, je rencontre aujourd'hui 2 vignerons d'exception, à commencer par Jérémy Duprat. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous exploitez un vignoble de 18 hectares. Tout à fait, oui. En Savoie, sur les contreforts du massif de la Chartreuse, oui. À Apremont. Et c'est une histoire familiale. Exactement. Également. Oui. Comment elle a commencé cette histoire ? Alors, le début de l'histoire, elle se situe en 1880. En fait, c'est un acte de naissance de mes aïeux qui me permet de dire que son père est noté vigneron au domaine Duprat, donc au moins à cette période-là. Et aujourd'hui, elle perdure encore, donc ça fait maintenant plus de 140 ans. Et ça fait un actif assez amusant à parler, mais là où c'est assez amusant, ça nous permet surtout de pouvoir prendre beaucoup de recul sur beaucoup de choses, parce qu'on a les générations qui sont passées. Il y en a certains ont marqué leur histoire à leur manière. Par exemple, Robert a été le premier à avoir un embouteilleur, Michel a été le premier à avoir une voiture pour livrer, des choses comme ça. Donc chaque génération a marqué son temps, a eu le plaisir surtout de le noter, et donc c'est des belles histoires à raconter, et c'est surtout pour nous très enrichissant. C'est aujourd'hui encore une histoire qui s'écrit toujours en famille ? Exactement. Donc, Jérémy, moi je suis la 6e génération et j'ai mon petit frère Maxime qui vient de s'installer là en 2020. Donc, on est officiellement 2 frangins installés.
Et pour la petite anecdote, c'est une anecdote assez amusante. Dans la famille Duprat, il y a toujours eu deux frangins qui étaient, donc deux frères qui étaient vignerons depuis 1880. Mais on est la toute première génération à travailler ensemble sous le nom de domaine Duprat, puisqu'avant il y avait donc toujours eu deux domaines au nom de Duprat. Et là, c'est la toute première fois en 140 ans que les deux frères vont s'entendre et travailler ensemble. Donc c'est très plaisant. Rien que d'y penser, c'est très plaisant. Une belle histoire. Ouais. Et pardon si je m'étouffe. Il n'y a pas de souci. Et vous avez en plus de ça des vignes bio. Exactement. Voilà. Du coup, on parlait des premières générations à celui qui a été mis en bouteille ou le premier à avoir livré. Nous, on sera la première qui sera certifiée bio puisqu'on a commencé la conversion en 2018. Donc, la conversion bio, c'est tout comme. En fait, on fait tout comme le bio. On travaille exactement comme le bio, mais il faut un certain temps pour Écoser et pour le travail pour être certifié définitivement bio. Donc, on est suivi par un bureau qui valide tout ce que l'on fait et qui fait les analyses à la fois du vin, des feuilles et de pas mal de choses. Donc c'est un suivi qui est assez pointu. Mais jusqu'à maintenant, on est en conversion et officiellement, là, la prochaine récolte 2021 sera officiellement bio et c'est une belle aventure, vraiment. Comment s'est passée justement cette année 2021 ? On sait qu'elle a été compliquée pour Ouais, beaucoup. c'est plus qu'une année compliquée, c'est une année aussi accumulatrice, pardon. Tout simplement parce qu'on a eu des années précédentes plus compliquées. Non, je pense pas, mais quand on était touché une fois. Là, en fait, on a été touché et par le gel, ça c'est national, on l'a bien vu. On a été touché aussi par le mildiou, ça c'est national, à peu près tout le monde, tout est pareil. Mais sauf que du coup, on accumule avec des années précédentes où on a eu déjà des petites récoltes. Donc on a le stock qui diminue grandement et c'est met sous tension à peu près tout le monde, ça c'est un fait. Et puis surtout, on a une accumulation avec le Covid, avec des difficultés aussi à embaucher pour travailler dans la vigne, des très grandes difficultés qu'on a eues, nous, au printemps, et surtout là, cet été, à trouver des main-d'œuvre qualifiées pour pouvoir lutter en bonne et due forme. Du coup, ça a été assez compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on arrive à des situations, bon, évidemment, il y a l'histoire du bio, mais on arrive dans une situation de réalité aussi, c'est que dans le cadre du bio, la lutte de la maladie, c'est toujours une lutte, je dirais, en complaisance, parce qu'on s'adapte et d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas lutter complètement. Donc, ça a été dur cette année de voir des choses périr devant nos yeux et de ne pas pouvoir arriver à répondre efficacement, ou ne serait-ce simplement avec la main-d'œuvre qu'il fallait. Donc, ça a été assez compliqué de vivre ça. Est-ce que vous arrivez à rester positif quand Oui, même ? malgré tout, oui, parce que de toute façon, le métier de vigneron, c'est toujours rester positif. Mais on ne va pas faire un état des lieux en pleurant complètement. Mais c'est une année compliquée et c'est une année où on se serait bien passé de un ou deux mots très, très, très facilement. Et en même temps, c'est une année riche parce que c'est pour moi la première fois de travailler vraiment à 100% avec mon frère, parce que durant son installation, il y a eu plusieurs stages. Donc ça a été aussi amusant cette année de se confronter définitivement à travers le travail. Et c'était vraiment enrichissant humainement. Donc au-delà des difficultés, on a vécu une saison qui était dure, mais qui était quand même à vivre et très intéressante culturellement et enrichissante. On espère que tout rentrera au plus vite dans l'ordre. Les vendanges arrivent bientôt, ça devrait bien se passer, on verra tout ça assez rapidement, mais voilà, maintenant que c'est derrière nous, on peut en parler et on peut dire quand même que c'était pas l'été le plus simple à vivre, loin de là. Merci beaucoup Jérémy Duprat en tout cas d'avoir été avec nous, et on va poursuivre notre tour d'horizon des vins de Savoie avec cette fois une vigneronne de Haute-Savoie. Il s'agit de Marie-Laure Courlet. Bonjour Marie-Laure Courlet, merci d'être avec nous. Vous êtes vigneronne, vous avez un domaine qui est situé à Frangy. Vous proposez de la roussette, de la mondeuse, du crément. L'histoire a commencé en 1968 et aujourd'hui vous vous occupez de ce domaine avec votre frère. Pourquoi vous, personnellement, vous avez rejoint cette aventure ? Voilà, c'est vrai que j'ai rejoint l'exploitation familiale il y a maintenant 8 ans. Parce qu'il y avait besoin d'un petit complément, d'un renfort au niveau des ventes. Vincent étant beaucoup à la production, dans sa vigne, dans sa cave, papa étant multitâche, moi j'ai plutôt repris le flambeau de papa concernant toutes les ventes, la partie commerciale, parce que nous gérons un parc de distributeurs revendeurs,
petits commerçants de produits locaux, fruitières, fromageries, restaurateurs, que nous livrons nous-mêmes. Voilà. Vous êtes effectivement multitâche. Le fait d'être une femme dans ce milieu-là, est-ce que c'est un atout, un inconvénient ? Oh, bah écoutez, là, je pense qu'on est bien complémentaires. Oui, c'est vrai que la petite touche féminine a été bien perçue. Bon, j'avais aussi un bagage commercial qui m'a permis donc de continuer la vente et de bien compléter Vincent dans ses tâches. Vous faites partie d'une association, il me semble, les Altesses Givrées. Oui, voilà, c'est vrai que je voulais aussi vous parler de cette association qui a débuté en mars 2020. Alors, nous sommes toutes, nous faisons toutes des métiers autour de la vigne et du vin, que ce soit vigneronne dans les vignes, dans la cave, que ce soit commercial, sommelière, œnologue. Nous faisons tous des métiers autour de la vigne et du vin. Et nous sommes souvent femmes de vignerons, filles ou sœurs de vignerons, voilà, comme moi-même. Pour défendre un petit peu la place aussi de la femme dans ce milieu-là. Voilà. Alors, je dois souligner qu'à l'origine de cette association, c'était Béatrice Bernard, viticultrice à Apremont, qui malheureusement nous a quittés en mai 2020. Et elle avait donné un élan pour qu'on puisse rejoindre le cercle Femmes de Vin. Et c'est vrai qu'on a voulu poursuivre cet élan par des rencontres. Alors quelquefois, on se réunit autour de thèmes tout au long de l'année, enfin quelques fois dans l'année plutôt, parce qu'on est très pris aussi sur nos domaines. Alors, par exemple, nous sommes allés chez Alexandra Labbé, sur son domaine, elle nous a reçus. On est allé une fois chez Laurent Cavaillé. Elles sont toutes venues à Frangy en nombre, ce qui nous a bien satisfait, parce que Frangy, parfois, on se sent un petit peu isolé. Mais vraiment, cette association Les Altesses Givrées, c'est un booster dans nos activités et on se sent moins isolé. À chaque fois qu'on se rencontre, c'est avec beaucoup de convivialité. Quand on a visité le vignoble de Chignin, j'ai été épatée par cette richesse du paysage et puis la diversité des sols, parce que au travers des dégustations, on se rend compte de tout ça. Donc c'est vraiment ce qui fait les beaux atouts aussi de notre vignoble savoyard. Voilà. Alors pour revenir à votre vignoble, qu'est-ce qui fait sa particularité justement à Frangy ? Est-ce qu'il y a un microclimat, des choses On entend les cigales à Frangy. Donc le cépage de prédilection, c'est l'Altesse, hein. Ce cépage aux arômes délicats de fleurs blanches, souvent on dit violette aubépine, et mielée également. Et la particularité peut-être de l'Altesse à Frangy, c'est sa vivacité et sa fraîcheur en bouche. Voilà. Vous êtes aussi acteur de l'œnotourisme. Vous proposez des visites ou des attractions comme ça qui attirent aussi les visiteurs. Alors, en effet, parfois nous organisons des balades dans notre vignoble et on a la chance d'avoir le château de Pelly juste à côté de chez nous, de notre vignoble, avec qui nous organisons des dégustations. Donc, on a fait ça quelques fois et ça plaît beaucoup. C'est vrai que les gens sont ravis de pouvoir discuter en interaction avec le vigneron et ensuite déguster les vins avec une belle vue panoramique. Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce qu'il y a des projets pour développer votre domaine ? Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une qualité constante, faire le maximum au niveau qualité des sols, qualité du raisin et ensuite du vin. C'est vrai que moi, quand je suis au bout de la chaîne, quand je fais déguster le vin auprès de restaurateurs ou autres, on a de très bons retours, pourvu que ça dure. De par notre histoire familiale, on est très implanté localement, mais je sais qu'il y a une réflexion au niveau de notre syndicat pour peut-être encore plus exporter nos vins,
même par exemple en France, dans le nord de la France, ou exporter dans d'autres pays. Alors pourquoi pas nous pencher aussi là-dessus, même si actuellement, nous, c'est plutôt dans les Aravis, pays de Mont-Blanc, au bord des lacs, que ce soit Annecy, Lac Léman, parce que la roussette, c'est excellent aussi avec les poissons, hein, pas seulement avec les spécialités savoyardes. Voilà. Merci beaucoup, merci Marie-Laure Courlet d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, merci beaucoup, au revoir. Et c'est la fin de ce deuxième épisode de Panorama. Nous nous retrouvons demain pour aller à la rencontre de 2 coopératives. Je vous dis donc à très vite sur 8 Mont-Blanc. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de notre panorama consacré cette semaine au vin de Savoie. Et aujourd'hui, nous parlons des coopératives avec mes invités David Henriquet et Gilles Clerc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, David Henriquet, d'abord, vous êtes l'administrateur de la coopérative des vins fins de Cruet. Cruet, c'est en Savoie, pas très loin de Montmélian. Et Gilles Clerc, vous êtes président de la coopérative Le Vigneron Savoyard. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est une coopérative? Comment ça fonctionne? Alors, une coopérative, c'est un groupement de producteurs qui utilisent des bâtiments en commun pour vinifier ses raisins, commercialiser le vin et pouvoir vivre du métier de viticulteur. Quelles sont les spécificités de chacune de vos coopératives? Est-ce qu'elles ont des points communs ou des différences? Toutes les coopératives ont un point commun, c'est que la coopérative appartient aux viticulteurs et non à des investisseurs ou aux privés. Ensuite, nos 2 coopératives ont forcément des différences. On est sur 2 terroirs différents. Nous, sur la Chautagne et sur Apremont. Mon collègue de Cruet, plus sur la Combe de Savoie. Voilà, vous êtes vous? Donc nous, on est plus sur la Combe de Savoie. On démarre en fait notre secteur de production au niveau de Frétrive, qui est la partie la plus septentrionale de l'appellation. Et ensuite, on descend toute la vallée de l'Isère, sur le canton de Saint-Pierre-d'Albigny pour aller jusqu'également sur Apremont, mais c'est 2 secteurs bien différents. Après, au niveau de notre particularité aussi chez nos adhérents, on a beaucoup d'adhérents qui ont une double activité au sein de la viticulture, puisqu'ils sont producteurs de plants de vigne. Donc le bassin de notre canton de Saint-Pierre-d'Albigny représente le 2e territoire de production de plants de vigne au niveau national. Et ces plants de vigne alimentent l'ensemble des vignobles français, voire mondiaux. Voilà. Et du côté du vigneron savoyard, qui sont un peu les viticulteurs qui sont chez vous? Donc chez nous, la particularité, c'est que nos viticulteurs, en majorité, on a 40 adhérents sur la coopérative. Sur les 40 adhérents, on a 8 viticulteurs à temps plein où on vit que de la vigne. Et les autres viticulteurs sont des doubles actifs ou des retraités. Donc nous, ça a toujours été un petit peu notre façon d'être. Et c'est l'avantage d'une coopérative, c'est qu'une personne qui a 8 ou 10 arts de vigne peut continuer à être vigneron et vinifier son vin en coopérative. Tout simplement, à l'époque, dans les années 80 ou 60-80, il y avait une grosse gare de triage SNCF. Il y a une grosse usine qui existe toujours, la SIAT, donc c'est du génie climatique froid, et les personnes qui ont hérité de leurs parents ou leurs grands-parents d'une parcelle de vigne l'ont gardée et sont très attachés au monde coopérative et à la coopérative. Et vous êtes donc vous-même aussi vigneron, viticulteur. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre ces coopératives avec ce modèle économique bien particulier? Pour ma part, donc moi, la viticulture m'a toujours attiré. Enfin, le monde agricole m'a toujours attiré. Dans ma famille, il y avait une base d'agriculteurs. Mes parents n'avaient pas d'exploitation viticole. J'ai fait des études au lycée viticole de Beaune. Et à la suite de ces études, la passion m'a forcé à m'installer. Seulement, vu qu'il n'y avait pas de bâtiment existant, la coopérative a été la réelle solution pour me permettre de m'installer
en minimisant les frais d'installation. Donc l'achat de matériel et de foncier agricole était déjà très important en termes de financement, et c'est la coopérative, la structure coopérative qui m'a permis de m'installer. Même question pour vous, du côté du vigneron savoyard. Gilles Clerc, pourquoi vous avez décidé ce modèle-là? Alors, quant à moi, j'ai une formation agricole et non viticole. Donc, pendant quelques années, j'étais associé dans un GAEC producteur de lait. Après, pour X raisons, j'ai arrêté la production de lait et d'adhérence au GAEC. J'ai fait divers métiers pendant quelques années. Et mes parents avaient également une base viticulture et élevage. Mes grands-parents étaient viticulteurs, mais en cas particulière. Mon père, lui, avait déjà choisi la coopération, un petit peu pour les mêmes raisons que David. Tout simplement, une coopérative, vous avez un investissement minimum au démarrage, c'est-à-dire que votre travail, votre matériel et votre travail de vigne, vous pouvez vous concentrer sur la production. Tout ce qui est bâtiment et cave, etc., c'est quand même une partie qui est très onéreuse. Donc, ça simplifie les choses. Et personnellement, n'ayant pas de formation viticole, eh bien, je me voyais très mal à vinifier du vin. Donc la coopérative a été un choix naturel pour moi. Et sur ce secteur d'Achautel, la coopération représente une grosse partie du vignoble est en coopération. Donc c'était naturel, on va dire. Est-ce que vous parlez des avantages, notamment financiers, que ça apporte d'être en coopérative? Là, on le sait, on l'a vu dans l'actualité et avec les invités précédents, que c'est une année très compliquée. Les vignes ont été touchées par cette météo capricieuse, par le mildiou. Est-ce que là, le fait d'être en coopérative, ça vous aide un petit peu à passer cette saison difficile? Pour ma part, je pense que le fait d'être en groupe, on dit que l'union fait la force. Et je pense que le fait de ne pas se retrouver tout seul et d'être un groupe pour arriver à gérer les problèmes de production, les problèmes économiques, pour moi, ça représente un réel avantage et un soutien moral nécessaire à la pérennité des exploitations. La saison a été compliquée, Gilles Clerc, pour vous aussi? Également, de toute façon, le fait pareil, d'être coopérateur, adhérent dans un noyau, dans un groupe, on échange beaucoup entre nous. Quand une personne a un problème, et nous malheureusement on le voit, l'année passée on a eu 2 décès, cette année une personne accidentée. Donc ces collègues, ces adhérents sont là pour pallier à ces problèmes momentanés. Ensuite, sur le technique, on échange tous sur nos pratiques, parce qu'il n'y a pas chez nous, il n'y a pas de tabou. Tout le monde dit comment il traite, à quoi il traite, et on essaye de s'adapter. En plus, chez nous, nous avons 7 à 6 adhérents qui font des réductions de doses, donc on échange entre nous par rapport au programme phyto et autres. Donc oui, c'est un avantage. Des réductions de doses, qu'est-ce que ça signifie? Donc aujourd'hui, depuis 5 ans, c'est la 5e année. Donc on adapte les doses de produits phytosanitaires par rapport à la pression maladie et à la vigueur de la vigne et sa pousse. C'est-à-dire on peut démarrer à 10 ou 20% de la dose, monter jusqu'à la période critique, c'est-à-dire quand la vigne est en fleur, jusqu'à 100%. Comme cette année, c'était à 100% parce que c'est tellement compliqué. Et après la partie floraison, on rediminue nos doses jusqu'à 50% de la dose. Donc ça a des avantages économiques et des avantages écologiques également, parce qu'on utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires. Donc il y a une réflexion aussi commune sur l'évolution de la vigne et du vin que vous menez tous ensemble? Oui, bien sûr. Et puis tout le monde s'interroge avec la pression environnementale qui est exercée sur le monde agricole actuellement. Nous, je vois au sein de la coopérative, certains ont choisi la démarche HVE, donc haute valeur environnementale, avec des certifications qui ont abouti déjà depuis l'année passée. Donc des vins qu'on peut proposer aujourd'hui à la commercialisation. D'autres vont plus loin en se lançant dans l'aventure du bio. Tout ça, c'est des réelles prises de risques. Et je pense que c'est un peu la force du groupe et l'assise de la coopérative qui permet aux gens de se lancer en minimisant le risque pour leur exploitation, s'appuyant sur la force de la structure coopérative. Quels sont un petit peu les défis là, qui vous attendent à tous les deux et à vos 2 coopératives dans les prochaines années?
Comme l'a fait remarquer David, donc le premier défi, c'est par rapport à l'environnement. Donc aujourd'hui, on voit bien les attentes sociétales de nos clients, de nos voisins. Donc c'est la partie bio. Je pense que dans les prochaines années, le bio va être la référence. Il n'y aura plus de conventionnel, ce sera le bio la référence. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur cette partie bio. La coopérative a déjà une exploitation en bio qui lui appartient sur la base du SCI, c'est un vignoble coopératif qui est en bio. Là, on a quelques personnes qui font la démarche de se convertir en bio. Et on a pour un projet dans l'année prochaine de mettre en conversion une grosse surface de bio. En termes de proportion, les domaines qui vont vers le bio restent pour le moment minoritaires? Aujourd'hui, oui, parce que pour travailler en bio, il ne faut pas des surfaces très grandes, parce que c'est très, très technique. Et donc, c'est un peu minoritaire. Et après, si on veut renouveler nos générations, parce que ça aussi, c'est un gros travail pour tout le monde, et même pour les vins de Savoie. Donc, la demande aujourd'hui des futurs primo-installés ou futurs installés, eux veulent s'installer en bio. Donc, c'est la tendance aujourd'hui. Et on va dedans cette tendance. Et par rapport à ces nouveaux enjeux environnementaux, il y a aussi, par rapport à la culture de la vigne, un rendu, quand on a été habitué à travailler en conventionnel, un rendu qu'on n'a pas l'habitude et qu'il faut qu'on s'imprègne. Par exemple, sur les quantités d'herbes, sur la façon dont est tenue la vigne. Et je pense qu'il y a aussi une démarche personnelle à faire avant de pouvoir accéder au bio. Je pense que le bio, c'est plus un état d'esprit, une façon. Enfin, il faut être convaincu à la base pour se lancer, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, plus que. J'ai un peu du mal à trouver les mots précis, mais c'est pas comme une exploitation conventionnelle où on a un rendu qui je voudrais vexer personne, mais on a l'impression. Moi, j'ai toujours, en étant conventionnel, de rendre une copie la plus parfaite au moment de livrer mes raisins. Et j'ai peur de passer ce cap du bio, de plus maîtriser justement les maladies. Et ce fait de ne plus maîtriser les maladies sur le raisin, j'ai peur de perdre mon identité de production. Voilà. Et c'est, pour le moment, moi, personnellement, donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde au sein de la coopérative, mais pour mon cas personnel, c'est ce qui me freine et me rebute à passer en bio. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir merci partagé ce point de vue et d'être venus tous les deux donc représenter David Henriquet, la coopérative des vins fins de Cruet, et Gilles Clerc, le vigneron savoyard. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 4e et dernier épisode de ce panorama consacré aux vins de Savoie. À très vite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e et dernier épisode de notre panorama consacré aux vins de Savoie. Et aujourd'hui, nous parlons économie avec Laurent Cavaillé, président du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant toute chose, quels sont le rôle et les missions de ce comité ? Le rôle du comité, c'est effectivement aujourd'hui la promotion des vins de Savoie sur le territoire, en France, et également dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui on fait quelques salons sur l'export. Donc c'est de rassembler les viticulteurs et d'aller promouvoir l'ensemble des crus de Savoie partout dans le monde et partout sur le territoire. Comment se porte-t-elle cette filière des vins de Savoie ? La filière se porte bien. Effectivement, on sort d'une période compliquée, comme on sait tous, du Covid. Mais finalement, avec l'arrêt des stations de ski, parce qu'on est encore assez saisonnier, effectivement, les vins se sont un petit peu moins vendus, que ce soit dans la distribution, parce que même s'il y a eu un report des ventes au niveau de la grande distribution, les ventes ont un petit peu été quand même moindres et les restaurants fermés. Donc effectivement, la filière se porte quand même assez bien, puisque l'export, on parlait tout à l'heure d'export, a pris un petit peu le dessus. Donc la filière se porte quand même assez bien malgré toute cette période très compliquée.
Quand vous dites que les vins sont saisonniers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un territoire où on accueille beaucoup de touristes, on a la chance d'avoir la montagne. Et aujourd'hui, en gros, 80% de la récolte des vins de Savoie, donc comme je sais pas, vous avez dit tout à l'heure, c'est 70% de blanc, 30% de rouge, sont quand même vendus sur notre territoire, 73, 74. Et aujourd'hui, donc, on veut essayer un petit peu de bouger les choses pour que nos vins soient reconnus sans cette saisonnalité et essayer de vendre notre vin sur l'ensemble de l'année. Qui sont les clients des vins de Savoie, les principaux clients? Les clients de vins de Savoie sont déjà tous les restaurateurs qui font la promotion de nos vins sur la France, même à l'étranger, puisqu'aujourd'hui on a pas mal de clients restaurateurs également sur New York, au Japon, un peu partout, qui nous prévoient, qui font nos vins de Savoie. On a également tout le réseau de la grande distribution, important aussi puisque vecteur de volume, donc sur toute la France. Nos amis les cavistes, aussi très importants aujourd'hui, puisque aujourd'hui les cavistes sont les principaux promoteurs de nos vins, donc proches du client. Donc aujourd'hui, il y a également toute la filière des cavistes français qui pourvoient nos vins. Comment, est-ce que les viticulteurs et la filière a été impactés par la crise économique liée à cette pandémie de Covid-19? Alors, elle a été impactée, oui, comme beaucoup de gens au niveau de la restauration, puisque du jour au lendemain, au mois de mars, il y a 2 ans, je crois, fermeture des restaurants. Donc là, plus de ventes en restaurant, qui quand même aujourd'hui représente une grosse partie des ventes de la récolte des vins de Savoie. Mais par contre, un relais sur les cavistes, puisque dans cette période, finalement, les gens ont redécouvert les cavistes, ont redécouvert aussi la grande distribution, et un report des ventes s'est fait chez ces gens-là. Donc finalement, la filière, effectivement, a été impactée, mais elle a quand même les voyants assez ouverts. Comment vous, au sein du comité interprofessionnel, vous soutenez et vous faites finalement des actions pour être à leur côté de ces vignerons? Donc effectivement, on fait des actions. Aujourd'hui, on a lancé une grande campagne de communication qui a démarré en début d'été avec des panneaux d'affichage, avec un nouveau petit livret qu'on a distribué dans toutes les offices de tourisme, avec des animations, des promotions dans la grande distribution, un food truck en partenariat également avec les fromages de Savoie, qui a déambulé tout l'été sur les plages de tous les lacs de Savoie, Haute-Savoie. Donc voilà, essayer de redonner une vraie visibilité de nos vins et de promouvoir nos vins, parce qu'aujourd'hui on a une qualité assez incroyable sur nos vins depuis quelques années, et à nous de les faire redécouvrir auprès de nos clients. Vous évoquiez aussi l'export. Est-ce qu'il y a une renommée mondiale de ces vins de Savoie? Alors il faut savoir qu'au sein du CEVS, on a entamé une démarche export il y a maintenant 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, l'export représentait à cette époque 3% des ventes. Aujourd'hui, on est à peu près à 7-8%, et on espère d'ici 3, 4, 5 ans monter à 15-17% des ventes à l'export sur les pays États-Unis, Japon, tout le Benelux, un petit peu l'Angleterre, voilà, qui sont des gens qui nous demandent, pays scandinaves également, on a une grosse demande. La chance aussi qu'on a eue, c'est qu'on a lancé un nouveau produit qui est le crément de Savoie il y a 3 ans, avec une image forte à l'export, puisque le crément est un produit qui s'exporte beaucoup, donc il nous tire aussi toute la filière vers l'export. Donc voilà, donc l'export aujourd'hui est vraiment un moteur en marche pour les vins de Savoie depuis quelques années. Vous avez pris la présidence de ce comité, Laurent Cavaillé, il n'y a pas très longtemps. Quels vont être les défis de ce mandat pour vous qui doit durer 3 ans? Donc effectivement, j'ai pris la présidence au mois de juin. J'étais vice-président de Pierre Vialet pendant 3 ans. Donc la présidence, savoir que la présidence, c'est 3 ans un vigneron, 3 ans un négociant. Voilà, 3 ans un vigneron, 3 ans un négociant. Donc la présidence pour 3 ans. Mes défis sont assez simples, hein. On le disait tout à l'heure, la désaisonnalisation des vins, essayer de sortir un petit peu de cette image qu'on a au niveau des fromages avec nos vins, pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que toute l'année, on ne consomme pas nos vins, que ce soit dans les bars à vin à Paris ou n'importe où, également sur notre territoire. Donc essayer de faire redécouvrir aux gens la qualité de nos vins, parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a une qualité assez incroyable, et à nous de le faire voir et de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être assimilé, fondu, raclette, tartiflette, mais on peut boire nos vins toute l'année, et surtout nos vins blancs. Ensuite, l'export, on en parlait tout à l'heure, promouvoir encore de plus les vins à l'export pour essayer d'avoir une image un peu plus mondiale. La troisième chose, c'est l'environnemental. Essayer, effectivement, on a la chance d'avoir quand même ici un territoire qui est assez extraordinaire, donc de se servir de ça pour valoriser nos vins
et pour dire que voilà, nos vins sont faits dans un environnement extraordinaire. Et peut-être essayer aussi, aujourd'hui on a une multitude de crus, et les gens ne comprennent peut-être pas tout et la totalité de ces crus, donc peut-être essayer d'avoir une image un petit peu plus simple de nos vins pour que les gens puissent s'acheter de façon un peu plus claire. Plus simple et plus moderne, peut-être que... Est-ce que les vins de Savoie souffrent d'une image un peu vieillotte ? Alors effectivement, les vins de Savoie, de cette image un petit peu vieillotte, aujourd'hui on a la chance d'avoir plein de jeunes viticulteurs, des viticulteurs qui aussi suivent un petit peu les tendances sur le bio, sur l'HVE, voilà, sur cette dynamique, des étiquettes un petit peu modernes. Donc effectivement, on a un vrai retour sur le territoire de tous ces jeunes vignerons qui ont fait des études d'œnologie, qui amènent plein de nouveautés. Donc effectivement, on a aussi cette chance et il va falloir qu'on suive cette tendance de jeunes vignerons pour donner une image un peu plus moderne de nos vins. J'aimerais revenir sur une chose que vous avez dite, la différence entre, et l'alternance au sein, pour la présidence du comité, l'alternance entre viticulteurs et négociants. Vous êtes négociant. Nous, on est négociants, effectivement. On n'a pas du tout de vignes en Savoie. On a un partenariat avec une vingtaine de vignerons en Savoie, avec lequel on vinifie sur chaque domaine et ensuite on redistribue les vins. Donc vous n'avez pas directement finalement de vignoble. Je n'ai pas directement du vignoble. Non. Vous êtes plutôt sur la partie business, on peut dire comme exactement, exactement. Quels seront, alors vous avez déjà évoqué les défis, mais vous, votre mandat, vraiment, comment vous voulez le marquer de votre empreinte ? Je vais effectivement marquer mon empreinte, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'au bout des 3 ans, moi je vais me rapprocher beaucoup des territoires, c'est-à-dire que je vais aller voir chaque président de cru, Jongieux, enfin tous les crus qui sont ici, pour les écouter, pour savoir ce qu'ils attendent de nous. Et donc j'aimerais bien qu'à la fin de mon mandat, effectivement, on ait un rapport de tous ces crus et savoir ce qu'ils attendent exactement du CIVS et mettre en place sur les années qui suivent cette ligne de conduite qu'on aura mis en place. On sort d'un séminaire où on a déjà discuté beaucoup avec eux pour savoir les actions qu'ils voulaient qu'on mène. Donc mon idée, c'est vraiment d'essayer de rassembler tout le monde et d'avoir une communication pour tout le monde sur la même ligne, on va dire. Quelle est la différence avec le syndicat ? Parce qu'on est ici chez Christophe Richel, qui est président du syndicat. Oui. Comment vous travaillez avec Alors, on travaille complètement en binôme, puisqu'on a des réunions à chaque fois ensemble. Effectivement, Christophe Richel est un petit peu plus technique, un petit peu plus viticulture par rapport à moi, puisque lui, il gère l'ODG, qui est l'organisme qui gère les vignerons. Donc, lui, il est un petit peu plus terrain, on va dire, et moi je fais un petit peu plus sur la communication, mais comme le terrain va avec la communication, on est en permanence ensemble au téléphone ou dans les réunions pour qu'on ait le même chemin et pour arriver à faire monter cette qualité, cette image qu'on veut donner aujourd'hui de nos vins de Savoie qui sont remarquables. Aujourd'hui on a vraiment le vent en poupe, pour savoir que par exemple on arrive d'une conférence de presse à Paris et les gens étaient subjugués par la qualité des vins qu'on leur a présentés. Donc à nous de suivre cette tendance et à nous d'affirmer notre territoire. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu sur l'œnotourisme ? Est-ce qu'on vient en Pays de Savoie pour venir visiter les vignes, les vignobles ? Alors oui, on vient aujourd'hui en territoire savoyard pour l'œnotourisme. À nous aussi de le développer. Alors il est développé sur quelques communes, pas partout. Donc à nous aujourd'hui de l'accentuer et de servir un petit peu des gens autour de nous pour l'accentuer, parce qu'on a quand même des millions de touristes qui viennent. Donc à nous d'organiser cet œnotourisme. On a la chance d'avoir la maison de la vigne et du vin qui a été détruite par un incendie il y a maintenant 7 ou 8 ans, je crois, et qui va être reconstruit et inauguré sur l'année 2022. Donc on va aussi avoir cette chance et servir de cette maison de la vigne et du vin pour promouvoir nos vins et promouvoir l'œnotourisme. Plein de chantiers donc à venir. Un petit mot peut-être sur... alors on a parlé du côté économique, la crise mondiale évidemment. Il y a aussi une saison difficile avec une météo capricieuse, le mildiou, on en a aussi beaucoup parlé. Là c'est des choses aussi sur lesquelles vous pouvez communiquer ou soutenir aussi. Oui, alors il va falloir qu'on soutienne la filière parce qu'on le voit encore aujourd'hui, il pleut. Donc il va falloir qu'on soutienne la filière. Alors la qualité va être au rendez-vous cette année. En discutant avec les vignerons, la qualité va être là. Toute petite récolte, un petit peu de stock lié au Covid. Donc quelque part, tout ça va s'enchaîner de façon normale. Donc on va effectivement souffrir de cette petite récolte, mais ça va nous permettre d'étaler un petit peu la récolte qu'on a aujourd'hui en cuve. Donc quelque part, on va
en souffrir, mais ça ne va pas être non plus catastrophique. La chance qu'on a, c'est effectivement petite récolte, mais par contre de qualité. Donc surtout, on pense que la récolte à venir va être des récoltes de garde un petit peu. Donc on va pouvoir un petit peu garder ces vins. Donc oui, compliqué dans les vignes au jour le jour. Maintenant, on attend les vendanges. Il va falloir qu'on ramasse, je pense, assez vite les raisins. Et la qualité, quand même, devrait être au rendez-vous. Et vous restez très positif, en tout cas, Laurent Cavaillé, ça fait du bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir et à bientôt. Bonne Merci à vous, à bientôt. Merci à vous également pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. D'ici là, prenez soin de vous.